To your seat. We are going to start very shortly. Okay. Okay. The first part of our session, it's going to be about the Institute for Excellence in Writing. Our sponsors have been helping us a lot in this conference. They have been very supportive. They have been very kind. And they are a very important part of this conference. And I'd like to introduce Mr. Andrew Pudewa from the Institute of Excellence in Writing. It's a platinum level sponsor for our conference. We are delighted to have Andrew, which is the founder of the Institute of Excellence in Writing, with us. We're extremely grateful for Andrew, who has been supportive for this initiative. And we would like to introduce Mr. Pudewa. Thank you so much. I will just speak for a very few minutes, and then we have a short video about the Institute for Excellence in Writing, which I hope you will enjoy. It is a great privilege for me to be able to come here with my wife. We've had a great time in Brazil. We ate a little too much, I think. The buffet style of this country means you can eat as much as you want, which is sometimes more than you should, I think. Huh? We are very grateful to be able to support the Global Home Education Conference. Home education has been such an important part of our lives for almost 3 decades. As you might have heard, we have 7 children, 8 grandchildren. Most of the children homeschooled most of the time, and I expect many of the grandchildren will be homeschooled. And I suspect possibly when those grandchildren grow up, many of their children will be homeschooled, because I do believe that homeschooling has so many blessings for so many people, and that we are maybe starting a curve, a very rapid curve, an exponential curve. Because we know that in most cases, homeschoolers can educate their children better than schools educate the rest of the children. This is statistic. This is research. We also know that many homeschool families have more children than the average. In fact, in the States, you know, if you say to someone, you have 3 children, I have 3 children. 3 children? Oh, how do you do this? You know, 1 is too much for me. But if you go to a homeschool convention and you say, I have 6 children. Oh, only 6? I'm so sorry for you. So we see that in many cases, the homeschooling families are having many more children, and their children are beginning to homeschool. And so we're at the bottom of this exponential curve. So we can out-educate, and we can out-populate the bad guys. And so this is why I am so excited to see and meet many people from so many different countries who are starting to catch the vision, because we want to do this work worldwide. And it is a great privilege for our company, Institute for Excellence in Writing, to help. If you have not already had a chance, we have a small table back there. We have a catalog. I have a few left. Also, we have this flash drive, which has many talks in English, also articles and links to websites and a lot of information. It's free. I have half a dozen left. So if you wanted to get one,
please rush back and grab the last ones. I don't want to carry anything back on the airplane home tonight. I want to travel light and rest with my wife in the airplane. And it has been a great joy to be here. So thank you very much for all of your hospitality. And please play the short video clip. This is from our company's promotion. So God bless you. What I want more than anything is I want kids to be equipped to speak and write and think and communicate the truth in a world that seems increasingly in need of truth. You have children who really struggle, and they can become overwhelmed, and it can produce tears and frustration and a hatred of the activity. And it is not uncommon to meet children who will say, I hate writing. If we look at, say, the last 30 years or so of writing instruction, there's been an emphasis on creativity and a modernism and self-expression and things that all sound good, but don't necessarily help children who need basic skills. How do we overcome this? It's not in teaching methodology of how do we get it out. Really, the problem lies on what are you putting in. You can't get something out of a brain that isn't in there to begin with. How many of you have ever had this experience? You wanted to write a story. So you got out some paper and you started writing a story, and you wrote for a page or two or three or four, and you stop, and then you read what you wrote, and you thought to yourself, oh, this is not as interesting as I had hoped it would be. Has anyone had that experience? So today we want to study that, how to write a good story. There's nothing new about what we do. It's based on the idea of imitation, using existing good writing, and then retelling, rewriting, representing ideas. And in the process of representing these ideas, they're able to learn how the composition of the English language works. If I said, everybody take out some fresh paper and write the story using this keyword outline, how many of you could do that pretty easily? Excellent. How many of you could do it for $100 cash? Once they gain the basic skills with a couple years of structure and style, their creativity explodes. They're out winning essay contests, winning story contests, getting published, going off to college, having their teachers say, this is the best paper I've ever seen. Where did you learn to do this? I've heard children say, and I've heard teachers and parents report, I'm really learning how to think. If you want to think of something, Caleb, you have to ask yourself a question, right? Thinking and learning to think is integrally connected with learning to ask good questions. People look at it and say, oh, that works in a homeschool, but it would never work here. Or people would say, well, that would work in a classroom, but it wouldn't work here. Whereas the truth is, it's a system that works anywhere for everybody. The hardest thing about learning what we do is just doing it. Just open it up, put in the DVD, sit down, and start learning. Edric introduced himself as a fighter, and now I'd like to present another fighter. He is different. He fights in different languages in different countries, and he flies all over. He calls us sometimes to meetings where you have people from all over the world, people that is late in the evening, and others that are just waking up. He
Also, it's not a regular American person because he speaks many languages. And he speaks one of the most difficult languages. He speaks fluent Chinese, and he speaks French, and he also speaks English. He fights all over the world to fight for homeschooling families. And it's amazingly how he is aware of the specific details of families from other parts of the world. I was sitting with him, and he was telling me about these details of a family in Japan that was having some difficulties. And I'd like to introduce Mike Donnelly. Okay, thanks, Alberto. It's a great privilege to be here with you again. I have a presentation, GHEC FEI. Thank you very much. It's very short. One of our sponsors is OIDEL. OIDEL is a Geneva-based human rights organization, and they have written the Freedom of Education Index, the FEI. Which was sponsored in part by the Nova Terra Foundation as well as HSLDA. The Freedom of Education Index is a comprehensive index that ranks about 156 countries in the world, 136 countries in the world, which covers 94% of the population of the world, and it ranks them from 1 to 136 in terms of how free the education system in that country is, how free it is. And it's particularly significant because for the first time that they've done this is the second time they've done it, but for the first time that they've done it, now the second time, they are assigning home education freedom as about 10% of the weight of the index, which is a significant amount. I think it should be more, but you take what you can get. You know, anyway, you always fight for more. You fight for 100%, but if all you can get is 10, well, okay, fine. This index, I would like to encourage you to download. It's free. It's free to download. You can download it. You can share it with others so that you can influence policymakers and civil society. This is just one of the graphics. There are many graphics in the index, which shows freedom of education on a global basis. You can get this document here. It's right on their homepage, oidel.org. Okay, oidel.org. Okay, so thank you. And please use this tool as much as you can. It's a very important tool. And that's all I wanted to share with you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, Mike. Now I'd like to present someone that never went to school. And he's professional. And he's a musician. And he writes many books, and he is the founder of the movement Ecology of Languages, and he is also a guitar maker and a composer, and he's a journalist, and he is also the head of the Institute, Arno Stern Institute, and is one of the protagonists or the actors in the film Alphabet. And he's married and the father of a little boy. It's Andre Stern. We are going to have it in Skype. Yes, please. So Andre is a very good friend, and he was going to be here. And he's not here. I don't think he would mind me sharing this. I hope he wouldn't mind. I don't think he would. It's too bad. He can't stop me. But he wanted to be here desperately, and he was going to be here. And the day before he was to fly, there he is, my friend, mon pote, comment ça va? I don't think he can hear me. Anyway, his
his wife is pregnant and she had some complications, but she's going to be fine. The baby's going to be fine. But obviously, this homeschooling father could not leave his pregnant wife in France for 3 days and come here to be with us. So I wanted to let you know why he's not here, and I know he wishes that he could be here. But please welcome André Stern. Eh bien, bonjour. Je suis content d'être avec vous malgré les difficultés qui m'amènent à ne pas être vraiment avec vous. Et je suis reconnaissant à la technique et à la technologie de nous permettre quand même de passer ce moment ensemble. Je vais essayer de vous parler un peu d'enfance. Je vais essayer de vous parler un peu de la mienne. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Et pour me présenter, je vais utiliser une petite phrase que j'avais développée quand j'avais 4 ans à peu près. Pour me présenter, parce que j'avais remarqué que les gens posaient toujours les mêmes questions. Et les enfants sont très pratiques dans leur organisation. Et je m'étais dit, si je peux répondre à toutes les questions pendant la présentation, on gagnera beaucoup de temps. Et je me présentais toujours en disant, bonjour, je m'appelle André, je suis un garçon. Chose très importante de préciser qu'on est un garçon quand on est un garçon et qu'on vous prend toujours pour une fille. Pas parce que pour l'enfant c'est important. L'enfant, lui, homme, femme, fille, garçon, ça n'a pas vraiment d'importance. Il voit les différences et il sait qu'il y a des différences, mais il n'y attribue pas de valeur particulière. Non, mais si l'enfant tient à préciser qu'il est un garçon, c'est pour éviter le choc épouvantable que cela semble causer à l'interlocuteur. Oh, de s'être trompé. Oh, Et donc, pour éviter ça, je précisais, je suis un garçon. Donc, bonjour, je m'appelle André, je suis un garçon, j'ai 4 ans. Je ne mange pas de bonbons, parce qu'à l'époque, je ne mangeais pas de bonbons. Et je ne vais pas à l'école. Et la dernière partie de la phrase provoquait toujours une certaine agitation. C'est encore le cas de nos jours, parce que je peux me présenter de la même manière qu'à l'époque en disant bonjour. Je m'appelle toujours André, je suis toujours un garçon, je suis toujours un enfant. Je suis un enfant de 44 ans, bientôt 45, mais je suis toujours un enfant. Je ne mange toujours pas de bonbons et je ne suis jamais allé à l'école. Et dans notre environnement de notre conférence d'aujourd'hui, c'est l'un des rares environnements dans lesquels je ne suis pas une exception. Mais dans le quotidien du monde, je suis quand même une forme d'exception et ça a toujours été pour moi très surprenant d'être une exception, alors que ce que j'ai vécu est la chose la plus banale. Ce que j'ai vécu, c'est ce qui arrive à tout enfant à partir du moment où on arrête de partir d'une idée, d'un concept, d'une théorie, d'une méthode, mais quand on part de l'enfant, quand on commence par l'enfant, ce qui arrive alors, c'est ce qui m'est arrivé. Je suis extrêmement banal et pour dire à quel point je suis banal, j'utilise une métaphore qui est la suivante. Si vous prenez un noyau de mangue, que vous le trempez dans l'eau, ce noyau de mangue, et que vous attendez quelques heures, au bout de quelques heures, il y a une tige qui va sortir et des racines, et personne ne va dire « Oh, c'est un noyau de mangue exceptionnel !» Parce que c'est dans la nature du noyau de mangue de pousser, c'est dans la nature de l'enfant d'apprendre. C'est dans la nature de l'enfant d'apprendre parce que l'enfant est équipé à la naissance. Nous venons tous, sans exception, tous ceux qui sont là, nous tous, on est tous venus au monde équipés d'une série de dispositions spontanées natives, c'est-à-dire notre équipement de base. Tout le monde est équipé de certaines dispositions et j'avais envie de vous parler de ces dispositions pendant les 12 minutes que j'ai encore pour vous parler. Je vais vous les présenter dans un certain ordre, mais il n'y a pas de chronologie et il n'y a pas de hiérarchie. Elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Elles apparaissent toutes en même temps. La première disposition spontanée de l'enfance, c'est-à-dire quelque chose que nous avons tous. Elle est facile à présenter. Il suffit que ce soit moi qui vous pose une question. Alors malheureusement, je crois que je n'entendrai pas votre réponse, mais la question... J'en connais la réponse car on la connaît tous. Ma question, c'est quelle est la première chose que fait un enfant quand on le laisse tranquille ? Il joue. Il joue et ça, on le sait, vous avez vu, on sait tous la réponse à ça. Dès qu'on laisse l'enfant tranquille,
Il se met à jouer. D'ailleurs, on connaît la réponse à une deuxième question qui serait « Et si on le laissait jouer tout le temps, l'enfant jouerait toujours ?» Alors moi, j'ai une question. Pourquoi arrêtons-nous l'enfant qui joue? Nous savons que c'est ce que font tous les enfants. Nous savons que si on ne les interrompait pas, les enfants feraient cela toujours. Alors pourquoi les arrêtons-nous? Par manque de confiance. On n'a pas confiance dans nos dispositions spontanées. On pense que ça ne suffit pas. On a dégradé le jeu. On en a fait une occupation accessoire, une occupation pour le temps libre. Or, c'est la première occupation de l'enfance. Et ça, on l'avait vu. Ça aurait dû attirer notre attention. Et maintenant, la neurobiologie, la science moderne. J'ai l'extrême chance de travailler avec un neurobiologiste allemand qui s'appelle le professeur Dr. Gerald Hüther. Ce professeur allemand, qui est l'un des neurobiologistes les plus pointus, nous dit une chose très intéressante, mais ce n'est pas que lui, c'est toute la neurobiologie, toutes les sciences modernes qui nous disent cela. Nous sommes tous équipés en série du meilleur dispositif d'apprentissage, learning device. Il n'y en a pas de meilleur que le jeu. Et non seulement on est tous équipés du meilleur dispositif d'apprentissage, mais en plus, on aime beaucoup ce dispositif d'apprentissage. Et si on nous laissait faire, on le mettrait en usage, on l'utiliserait toute la journée. Et c'est notre équipement de base. On est tous équipés du jeu. D'ailleurs, pour l'enfant, jouer et apprendre sont des synonymes. L'enfant est incapable de séparer, de différencier, jouer et apprendre. Et on sait pourquoi maintenant, puisque c'est une seule chose. Oui, mais il faut que vous imaginiez ce qu'il arrive dans le cerveau d'un enfant le jour où une personne importante, une personne de référence primaire, dit à l'enfant qu'il faut qu'il arrête de jouer pour se mettre à apprendre. C'est comme si je vous demandais de respirer sans prendre d'air. Vous n'allez pas y arriver. Et vous allez penser que je demande quelque chose d'absurde. Mais l'enfant ne pense jamais que l'adulte, que la personne de référence primaire demande une chose absurde. L'enfant ne pense jamais que c'est la personne qui a un problème. L'enfant pense toujours que c'est lui qui a un problème. Et quand l'enfant pense qu'il a un problème, ça active dans son cerveau les réseaux de la douleur physique. Ce sont les mêmes réseaux. Voilà, c'est la première disposition spontanée dont je voulais vous parler. Si j'avais plus de temps, je vous aurais plus parlé du jeu. Du jeu qui est notre équipement de base le plus génial. Et on en est tous équipés. Chacun sur la planète, nous sommes équipés de ce dispositif d'apprentissage sans exception. Ça, c'est un grand appel à la confiance, au retour de la confiance dans nos dispositions spontanées. Il y a une deuxième disposition spontanée dont je voulais vous parler. Je ne vais pas être scientifique, mais je vais vous parler un peu de neurobiologie, puisque je travaille avec des neurobiologistes. On a cru pendant des décennies, même pendant des siècles, que nos cerveaux étaient programmés par la génétique, que c'était nos gènes, que c'était notre génétique qui décidait si nous serons des personnes intelligentes ou des personnes stupides. Et c'était très pratique, et on avait inventé les deux catégories, intelligent, stupide, et on appartenait à l'une ou à l'autre des catégories, et on s'y tenait toute sa vie. Et oui, c'était pratique parce qu'on a inventé tout un ordre du monde qui disait, on est né intelligent, ou on est né bête, on va le rester toute sa vie. Et récemment, les chercheurs ont fait une découverte qui a tout changé. On a découvert que dans le cerveau des personnes jeunes, des teenagers de nos jours, dans le cerveau des jeunes de nos jours, la zone qui commande les mouvements du pouce, cette zone est beaucoup plus grosse que la même zone dans le cerveau des teenagers d'il y a 50 ans. Et oui, ça vient de l'usage intensif du SMS. Oui, c'est à cause de l'usage intensif des messages que la zone du cerveau qui commande les pouces
s'est développé chez les jeunes de nos jours. Alors on s'est dit, oh, mais ça change tout. Ça veut donc dire que notre cerveau n'est pas programmé génétiquement. Ça veut dire que notre cerveau se développe selon l'usage qu'on en fait. Vous savez, un peu comme un muscle. Quand on l'utilise, ben, il grossit. Alors on s'est dit, c'est génial, on va faire des programmes de musculation cérébrale et on aura tous des gros cerveaux. Et donc, on a inventé des programmes de musculation cérébrale, 5 langues à l'école maternelle, du sudoku au petit déjeuner, du chinois dans le ventre de la mère par l'intermédiaire de haut-parleurs. Et tout ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout. 0 résultat. Et c'était désespérant pour les personnes qui avaient développé ces programmes parce qu'ils se disaient « Mais alors, ça marche tellement bien pour l'écriture des SMS. Pourquoi ça ne marche pas du tout pour l'apprentissage des mathématiques ?» C'est parce qu'il manquait une découverte. Et cette découverte est très récente. On a découvert que notre cerveau se développe là où nous l'utilisons avec enthousiasme. Et cette notion d'enthousiasme, c'est la clé des choses, c'est la découverte du XXIe siècle. Nous savions tous qu'en état d'enthousiasme, on était capable de tout. On savait tous que l'enthousiasme nous donne des ailes, que nous n'avons plus de limites, que nous dépassons. On sait tous qu'en état d'enthousiasme, nous sommes géniaux. Ça veut dire qu'il y a un génie dans chaque enfant, parce qu'un enfant qui ne connaît pas de hiérarchie entre les métiers, entre les matières, un enfant de 2 à 3 ans s'enthousiasme toutes les 2 à 3 minutes. On a mesuré une tempête d'enthousiasme dans le cerveau d'un enfant. On a mesuré une tempête d'enthousiasme dans le cerveau d'un enfant toutes les 2 à 3 minutes. Et si vous vivez avec des jeunes enfants, vous le savez, vous le voyez au quotidien. 2 à 3 minutes, une tempête d'enthousiasme dans le cerveau d'un jeune enfant. Ça veut dire que le cerveau d'un enfant, non seulement est équipé du meilleur des dispositifs d'apprentissage jamais inventés, le jeu, mais en plus son cerveau baigne toute la journée dans un bain d'engrais cérébral, car c'est ainsi que la neurobiologie le décrit. On savait tous que l'enthousiasme nous donne des ailes. La neurobiologie nous montre que sont générés des cocktails de neurotransmetteurs, je suis désolé auprès des traducteurs, des cocktails de neurotransmetteurs neuroplastiques qui agissent sur le cerveau comme de l'engrais. Dorénavant, on voit ce que nous fait l'enthousiasme. Savez-vous à quel rythme un adulte éprouve la même quantité d'enthousiasme que celle qu'éprouve un enfant toutes les 2 à 3 minutes ? La même quantité d'enthousiasme qu'un enfant éprouve toutes les 2 à 3 minutes, un adulte l'éprouve 2 à 3 fois par an. C'est la moyenne mondiale. Et s'il y en a qui s'enthousiasment plus que 2 à 3 fois, ça veut dire qu'ils ont pris la part d'un autre. Et non, je tiens à vous rassurer, l'enthousiasme est la seule ressource illimitée sur Terre. Plus on en utilise, plus il y en a. Alors, enthousiasmons-nous. C'était la deuxième disposition spontanée dont je voulais vous parler. Je voulais vous parler d'une troisième. Vous savez, on est toujours en train de se demander ce qu'on peut apprendre à l'enfant. Quelle que soit notre méthode éducative, les paradigmes de notre société font que nous rencontrons l'enfant en pensant qu'on va lui apprendre des choses. Et donc, on se pose tous la question de l'éducation. Qu'est-ce qu'on va apprendre à l'enfant ? Comment on va lui apprendre ? Et on pourrait se poser une nouvelle question. Et cette nouvelle question signifie que l'on est dans une nouvelle attitude. Et cette nouvelle attitude, c'est elle dont je parle. Ce n'est pas une méthode, c'est une manière de rencontrer l'enfance. Et cette attitude que j'appelle l'écologie de l'enfance, Ecology of Childhood, cette nouvelle attitude face à l'enfant nous amène à nous poser de nouvelles questions. Par exemple, nous demander, au lieu de toujours se demander qu'est-ce que je pourrais apprendre à l'enfant, on pourrait se demander qu'est-ce que je peux apprendre de l'enfant. Qu'est-ce que moi je peux apprendre ? Dans quel domaine les enfants sont-ils de vrais maîtres, de vrais exemples ? Il y en a un, dans l'ouverture d'esprit et dans l'ouverture du cœur. Les enfants vont à la rencontre des autres, à cœur et à bras ouverts. Ils vont vers les autres. Et il n'est pas nécessaire de leur apprendre la tolérance, parce qu'ils ne connaissent pas l'intolérance. Et ça, c'est notre disposition spontanée. On est tous venus au monde ainsi,
comme des gens tolérants, des gens ouverts qui rencontreront les autres sans tenir compte de leur religion, de leur âge, de leur couleur de peau, de leur métier. Ça, c'est l'état de l'enfance. C'est comme ça que les enfants rencontrent les autres et ils nous montrent le chemin vers un monde meilleur. Et ce monde meilleur, ça ne serait pas nécessaire d'y arriver par un énorme travail. Il suffirait de ne pas trop nous éloigner de notre état à la naissance. Il y a une quatrième disposition spontanée dont je veux vous parler pour finir, avec une petite histoire pour terminer. On est tous faits, on est venus au monde avec cette disposition à aller dans le vaste monde à la rencontre des autres. Alors pour les traducteurs, j'espère que vous avez l'équivalent, je pense, en anglais ou en portugais ou en espagnol. Aller dans le vaste, aller dans le monde à la rencontre des autres, c'est notre disposition spontanée parce que les enfants sont encore très fortement connectés à cette conviction que c'est les différences qui vont faire l'enrichissement mutuel. Ta différence et ma différence, ensemble. De quoi sommes-nous capables ensemble que nous ne pourrions pas atteindre seuls? C'est ça la conviction des enfants. C'est pour ça qu'il faut prendre note d'une chose. Il n'y aurait rien de pire pour un enfant que de rester enfermé quelque part avec sa famille. On n'est pas fait pour ça. Attention, je n'ai pas été à l'école et je sais que c'est un sujet dont vous parlez, dont nous parlons tous actuellement. Mais attention, notre disposition spontanée, ce n'est pas de rester à la maison avec nos parents. Rester à la maison avec nos parents, ça veut dire partager le savoir de nos parents, mais surtout ça veut dire partager les peurs de nos parents. Quand je dis ça, c'est tout simple. Par exemple, je vais vous présenter mon fils, Antonin. Je ne peux pas vous le montrer là, mais il me ressemble beaucoup. Il a la peau blanche, les yeux clairs et les cheveux blonds. Et Antonin aime beaucoup grimper aux arbres. Et moi, je ne peux pas voir ça. Si je le vois faire ça, j'ai trop peur. S'il ne vivait qu'avec moi, il ne pourrait jamais grimper aux arbres. C'est pour ça qu'il faut que nous voyions qu'une fois que l'enfant a l'attachement, une autre disposition spontanée, et le port d'attache, la sécurité de la famille, sa disposition, son penchant, sa préférence, ce sera d'aller dans le vaste monde, à la rencontre des autres et de toutes leurs différences, qui l'enrichiront et qu'il pourra enrichir par sa différence. Et cette disposition à aller dans le vaste monde, notre quatrième disposition spontanée, j'ai envie de l'illustrer avec une petite histoire et un petit exemple. Vous allez voir pourquoi. Parce que quand je dis que l'enfant est fait pour aller dans le vaste monde, donc il n'est fait pour rester enfermé nulle part, ni dans une classe, ni à la maison, ni où que ce soit, mais pour aller vers les autres et les différences des autres. Quand je dis ça, beaucoup pensent « Ah, oui, mais… » Oui, mais c'est possible quand l'enfant est grand, mais quand il est petit, c'est pas possible. Il faut que quelqu'un reste à la maison pour s'en occuper. Vous entendez la notion de sacrifice. Alors déjà, je voudrais vous parler de oui, mais. Et puis, puisque Mike vient de me dire que j'avais quelques minutes de plus, je vais en prendre pas beaucoup, mais quelques-unes de plus. Merci, Mike. Je voulais vous dire, voulais vous parler de oui, mais. Oui, mais. Vous connaissez oui, mais? Oui, mais, c'est très sympathique. C'est celui qu'on invite toujours quand on a besoin de rendre impossible un rêve. Vous savez, on a un rêve, on a une vision, on a un espoir, on a un projet, et il est presque en train de se réaliser. Encore un petit peu, et notre vision va devenir réalité. Là, il nous faut de toute urgence un oui mais. Un oui mais qui va rendre impossible notre vision, notre espoir, notre projet. Et si vous ne trouvez pas un oui mais vous-même, soyez rassurés, tous les autres vont en trouver pour vous. Oui, mais c'est donc ce qu'on trouve quand on cherche à rendre impossible un projet, un rêve, une idée. Et quand on cherche ce qui rend impossible, on trouve. Je vais vous donner un exemple. Je vais faire avec vous le test de Kubitschek. Alors, je déteste les exercices de groupe. Je suis comme vous, je les déteste, les exercices de groupe.
On ne va pas faire un exercice de groupe. Je vais juste vous demander de regarder autour de vous. Regardez autour de vous dans la pièce, que je ne vois pas, mais que j'imagine. Enfin, si je peux la voir, si je regarde les photos. Regardez autour de vous et prenez note de tout ce qui est rouge. Regardez vite. Regardez vite et regardez précisément. Regardez vite et précisément parce que je vais vous interroger. Et on verra qui a vu le plus. Alors regardez autour de vous, vite, regardez, attention, prenez note de tout ce qui est rouge. Je vois qu'il y a des petits pièges. Attention, stop, arrêtez, fermez les yeux. Et dites-moi tout ce qui, dans la pièce, est bleu. Impossible. Voilà comment fonctionne notre cerveau. Quand nous cherchons rouge, nous ne voyons pas bleu. Et quand on cherche ce qui rend impossible, on trouve ce qui rend impossible. Je ne dis pas que c'est plus objectif de chercher bleu plutôt que rouge. Je dis qu'on devrait toujours faire attention de ne pas chercher une couleur et que donc, quand on cherche ce qui rend impossible, oui mais, on trouve toujours. Alors maintenant, vous allez voir, vous verrez oui mais d'une nouvelle manière. Et vous allez voir que oui mais, on l'entend beaucoup. Vous allez voir qu'on a l'impression d'avoir plus souvent entendu oui mais que dit oui mais. C'est mathématiquement impossible. Hein? Et donc, je voulais vous raconter une petite histoire, parce que quand on me dit oui mais, aller dans le vaste monde, à la rencontre des autres, avec l'ouverture d'esprit, le jeu et l'enthousiasme, oui mais, c'est possible quand l'enfant est grand. Alors, j'ai toujours envie de raconter une petite histoire qui est arrivée à Antonin, donc mon fils Antonin, qui a 6 ans aujourd'hui, mais à l'époque, il n'avait pas encore tout à fait 3 ans. Il n'avait pas encore tout à fait 3 ans, et mon papa, donc son grand-père, lui a offert une moissonneuse-batteuse, celle-ci. Pour une fois, je peux la montrer. Alors, je ne sais pas comment vous le dites en portugais ou en espagnol. En anglais, c'est un combine harvester. Et il avait reçu ça et il voulait savoir ce que c'est. Alors, explique à Paris à un enfant de 3 ans au mois de décembre ce qu'est une moissonneuse-batteuse. Heureusement, il y a YouTube et des vidéos et il a vu ce à quoi sert une moissonneuse-batteuse. Il n'a pas été nécessaire de le lui expliquer. Et pendant tout l'hiver, vraiment pendant tout l'hiver, avec sa moissonneuse-batteuse, il a moissonné toutes les surfaces horizontales qu'il a pu trouver. Il a moissonné toutes les surfaces horizontales avec sa petite moissonneuse-batteuse. À la fin de l'été suivant, nous passons en voiture à côté d'un grand champ et Antonin crie « Oh, moissonneuse-batteuse, moissonneuse-batteuse !» Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est arrêté. Il est descendu. Et là, il faut que vous imaginiez la scène. Petit garçon de 3 ans, moissonneuse-batteuse! Vous savez, elles sont immenses, elles sont énormes. Et elle vient de plus en plus près, de plus en plus près. Et lui ne bouge pas. Et tout d'un coup, l'énorme machine, ces tonnes d'acier, viennent s'arrêter devant les pieds du petit garçon. Le temps s'arrête. La portière s'ouvre et le conducteur de la moissonneuse-batteuse passe la tête et dit « Hé, tu veux monter? Allez, montez, vous aussi, me dit-il. » Et nous montons et nous nous installons dans la moissonneuse-batteuse et alors commence un feu d'artifice. Un feu d'artifice dans la moissonneuse-batteuse. Parce que le conducteur, le moissonneur, il veut tout expliquer à Antonin. Il veut lui montrer chaque bouton, chaque levier, chaque cadran. Il veut tout lui expliquer de la moissonneuse-batteuse, chaque détail. Et ça tombe très bien, parce que justement, Antonin veut tout savoir de la moissonneuse-batteuse. Il veut tout savoir de la moissonneuse-batteuse. Et il y a ce feu d'artifice. Il y a
le fait que cet homme, le moissonneur, et Antonin se sont rencontrés, c'est en train de tout changer. Et savez-vous pourquoi cet homme, le moissonneur, veut tout expliquer, tout montrer à Antonin? Il nous le dit. Il nous dit, ça fait des jours et des jours et des jours que je roule ici avec ma moissonneuse-batteuse. Personne ne m'avait vu. Le premier qui me voit, c'est ce petit humain-là. Et je vais vous dire quelque chose. Non seulement c'est le premier qui le voit, mais en plus, Antonin admire cet homme. Il le regarde avec admiration. Et ça, ce n'est pas arrivé à cet homme depuis très très longtemps. Je ne sais pas si ça lui est jamais arrivé. De voir dans les yeux d'un enfant que l'enfant lui dit « Toi, je t'aime parce que tu es ce que tu es et parce que tu fais ce que tu fais. » Ça lui était jamais arrivé. Ça le bouleverse. Ça change tout pour lui. Il sort de la machine. Il va chercher des grains de blé. Il les met dans la main d'Antonin et lui dit « Tu sais ça, c'est du pain futur. Ce que nous faisons, c'est sacré. » Il n'est plus en train de faire son job. Il est en train de faire quelque chose de sacré et il s'en rend compte. Et ça le prend au cœur, ça le prend aux tripes. Il est bouleversé. C'est en train de tout changer pour lui. Il ne veut pas que nous partions. Il ne veut pas nous laisser partir. Alors, au bout de 2 heures, il a fallu quand même que nous partions. Et on a commencé à descendre. Et il m'a dit « Oh, s'il vous plaît, donnez-moi votre numéro de téléphone. » Et le lendemain matin, à 7 heures du matin, mon téléphone sonne. « Oui, bonjour, c'est moi, le moissonneur. Je suis de retour dans la région avec un nouvel outil que Antonin ne connaît pas encore. » Et vous voyez, il s'est bien préparé. Il s'est préparé encore mieux que nous n'imaginions. Parce qu'il a préparé une phrase qu'il peut dire d'un seul bloc sans que je puisse l'arrêter. Pour que je ne puisse surtout pas dire non. Il me dit... Je suis de retour dans la région avec un nouvel outil qu'Antonin ne connaît pas encore. Amenez donc Antonin. Et si vous n'avez pas le temps, ce n'est pas grave. Amenez-le quand même. Je m'en occuperai volontiers toute la journée. Vous voyez ce que ça veut dire? Quand l'enfant va dans le vaste monde, ça change tout pour lui, mais ça change tout pour les autres. Ça a tout changé dans la vie de cet homme. Et ça a aussi tout changé pour Pauline, ma femme, et moi, c'est les parents d'Antonin. Parce que si on était restés à la maison pour nous occuper d'Antonin, ben on serait restés tout seuls à la maison pendant qu'Antonin était dans les champs et sur la moissonneuse-batteuse. Voilà, c'est ce que je voulais vous avoir dit. Je voulais vous avoir parlé de l'enfance. Parce que quand on parle de ces histoires banales qu'on connaît tous, peut-être que ça vous donne envie de venir de ce côté du miroir, de ce côté où nous faisons confiance à l'enfant. Et si vous êtes venu de ce côté du miroir, probablement que vous aurez envie d'y rester un peu plus longtemps. Et à chaque fois qu'on y reste 1 minute, c'est une bénédiction pour l'enfance. Parce que, et je crois qu'il est plus temps que jamais de le dire, il n'y aura pas de paix sur terre tant que nous ne serons pas en paix avec l'enfance. Je vous souhaite beaucoup de confiance et beaucoup d'enthousiasme. Merci, André. Merci beaucoup. Thank you. Thank you very much. Now I'd like to introduce His Royal Highness, Dom Duarte Pio. He's the Duke of Bragança and titular King of Portugal. He's a strong supporter of families. Dom Duarte often represents Portugal in cultural matters outside of the country, and he's an advocate of the traditional family. In his capacity as the president of the King Manuel II Foundation, Dom Duarte is often involved with the community of Portuguese language countries.
intergovernmental organization for economy, political, and cultural friendship between Portugal and other nations. He is a noble man and a family man. Welcome. Boa tarde. Vous m'entendez? Only you? Eu realmente é um grande prazer estar convosco. Eu não sou um especialista nesta matéria, mas tenho a maior admiração pelo trabalho que está a ser realizado e só gostaria de partilhar convosco algumas experiências, algumas ideias. A primeira é que, politicamente, hoje em dia, a maioria das forças políticas são bastante hostis contra a educação em casa. Basicamente, vêm com muitos argumentos de que se evita a socialização das crianças, de que não é possível... On se voit ce soir. Oui, Pardon? De que há realmente uma discriminação, etc. Mas, na verdadeira razão, não é essa. O verdadeiro motivo é porque quem tem o poder político, em geral, quer controlar a cultura. Porque a cultura é a maior força da humanidade e os povos conseguem desenvolver-se economicamente, espiritualmente, sobretudo graças à cultura, mais do que aos recursos naturais, às riquezas. Nós todos conhecemos países que não têm recursos naturais, como, por exemplo, Singapura, ou países que têm muito poucos recursos naturais, como a Suíça e a Holanda, e que se desenvolveram muitíssimo porque fizeram força e trabalharam muito no campo do desenvolvimento cultural. No século XIX, era muito frequente as mulheres não saberem ler. E na Suécia, houve um rei que conseguiu fazer passar uma lei em que uma mulher só era autorizada a casar quando fosse alfabetizada, quando sabia ler e escrever. Com isso, conseguiram os suecos que essas mães ensinaram os filhos a escrever e a ler. E conseguiram que o país se tornasse, provavelmente, um dos mais desenvolvidos humanamente da Europa. Houve outros países com experiências semelhantes. Depois, a Suécia, a partir do meio do século XX, estavam tão preocupados com os direitos de igualdade, com a promoção humana, com valores que são, efetivamente, valores cristãos, que exageraram um bocado e entraram num caminho já muito socialista, em que o Estado começou a considerar que tinha que controlar tudo. E realmente o Estado sueco tinha impostos altíssimos, ainda tem, mas tinha serviços públicos de grande qualidade mas perceberam que alguma coisa estava a faltar. E que, apesar disso, havia grandes desigualdades e havia famílias que ficavam sempre na parte inferior económica e social da sociedade e outros que transmitiam o conhecimento e acabavam por melhorar. E reagiram de uma maneira interessante. A Suécia, a partir de uns anos atrás, fez com que as famílias pudessem escolher entre a educação em família, a educação numa escola privada de orientação religiosa ou numa escola completamente estatal a seguir o programa estatal. E dessa maneira acabou a segregação, ou seja, o Estado paga o mesmo por um aluno que esteja numa escola privada, seja católica ou protestante, na escola pública ou no ensino em casa. E o Estado dá um subsídio
equivalente ao dinheiro que ia gastar com essa criança no ensino público. Desse modo, tornou um direito igual para todos e atingiu o objetivo que, de facto, devia ser o objetivo do Estado, que era todas as famílias têm que ter os mesmos direitos de escolher o género de educação que querem dar aos filhos. Dentro, obviamente, de normas, de máximos e mínimos, enfim, e os exames são iguais para todos, os exames oficiais que dão os diplomas, que permitem o acesso à universidade, são iguais. Mas o modelo de prática pedagógica é que muda muito de umas escolas para as outras. Por outro lado, em Portugal, nós seguimos um caminho errado, que foi, de facto, o Estado só paga o ensino público, propriedade do Estado, com professores, muitas vezes, sem grande qualidade, outras vezes, alguns professores muito bons também, mas que não são promovidos pela sua qualidade e pelos resultados, são promovidos pelo número de anos que estão no ensino. E um professor que nunca criou problemas, que fica muito tranquilo, que ensina sempre a mesma coisa, muito chato, mas é promovido porque é bem comportado. É um professor com ideias novas, que ensina de uma maneira diferente, tem problemas e normalmente já não tem sucesso. Isto é um exemplo de como nós devemos argumentar com o direito à igualdade, sendo esse o direito da igualdade de escolha do modelo de ensino que queremos dar aos nossos filhos. E isto em Portugal não existe, creio que no Brasil também será difícil, e em muitos países é praticamente impossível. Há também um outro aspecto a considerar, que é o ensino oficial em quase todos os países, pelo menos países latinos na Europa, Portugal, Espanha, Itália, França, etc. É um ensino muito estandartizado, onde interessa que as crianças decorem, saibam de cor toda aquela matéria que é ensinada nos livros. E uma criança que, na escola, responde tudo certinho o que está escrito no livro, tem boa nota. Pode até não perceber muito naquilo que está a dizer, está falando como um papagaio mestrado, não é? Mas consegue ter boa nota. O aluno que pensa, raciocina, discute, tem ideias próprias, é mal visto e tem má nota. Então, na Inglaterra e nos países de língua, enfim, de ensino de tradição anglo-americana, estimula-se mais a capacidade de raciocínio, de aprendizagem, de esforço, de trabalho, do que propriamente responder certinho como está no livro. Isto faz uma diferença muito grande. Um dos meus filhos, meu filho mais velho, estudou 2 anos na Inglaterra e vem com uma mentalidade e uma técnica de aprendizagem muito melhor do que os outros que estudaram no colégio português, embora fosse um colégio muito bom. Os alunos do ensino público é a sorte. Se tem um bom professor inteligente, então tem sorte, não é? Se tem um professor que não está muito interessado no seu trabalho ou não tem os conhecimentos necessários, pouca sorte, e também não vai ter sucesso na vida, muitas vezes. Há também outro aspecto, que a maior parte dos governos, na Europa pelo menos, tem uma enorme desconfiança em relação à religião. Eu diria mais que tem um certo ódio a Deus, porque consideram Deus um concorrente, um poder paralelo que escapa à autoridade política. Então não gostam de Deus e Deus é ignorado do ensino. Curiosamente, na Bélgica, onde a situação era muito assim, quem está a mudar essa situação são os alunos muçulmanos. Uma grande imigração norte-africana, marroquina, argelina. Na Bélgica, os alunos muçulmanos insistiram que querem ter religião. Então os católicos foram atrás e disseram, bom, já que os muçulmanos têm direito à religião, nós também temos direito. Então os católicos e os muçulmanos se juntaram e, em conjunto, estão a exigir novamente o direito de um ensino mais equilibrado, com direitos iguais, enfim, a família pode escolher que se quer um ensino totalmente sem nenhuma referência religiosa, ou ao contrário, um ensino que esteja em paz com a sua cultura, com a sua tradição espiritual. E na Bélgica, em França e nos países latinos, creio que é aí que se desenvolveu mais
o ensino em casa, por causa exatamente desta atitude hostil das escolas. Normalmente, pelo que eu vi, sobretudo em França, um grupo de famílias juntam-se, vizinhos, estão próximos uns dos outros e combinam entre eles: você vai dar, este pai ou esta mãe, ou este irmão mais velho, vai dar estas aulas, vai preparar os alunos do grupo todo nisto, os outros vão naquilo, e dividem as responsabilidades, um grupo de 10 famílias, mais, um pouco menos. Claro que isto funciona melhor no meio rural. Nas pequenas cidades, no campo, funciona muito melhor. Mas nas grandes cidades também já está tendo um desenvolvimento interessante. Há uma hostilidade oficial bastante grande, mas são obrigados a aceitar, porque se esses alunos depois vão aos exames oficiais e têm melhores resultados do que a média, é prova que o sistema funciona. Se nessas famílias estão misturadas famílias de alto nível cultural, famílias de alto nível económico e famílias de operários, de imigrantes, de pessoas que têm um nível cultural muito baixo, mas que, sobretudo no campo, têm um conhecimento humano, têm uma experiência de vida extremamente interessante e são gente inteligente, realmente tem provado o ensino familiar em França e em Itália e em alguns países da Europa, do mesmo mais a norte, tem provado ter um grande sucesso. Infelizmente, em Portugal, ainda não está acontecendo. E espero, e tenho pena, que não haja mais portugueses assistindo a esta conferência, mas eu espero poder transmitir aquilo que aprendo aqui e pô-los em contacto com esta magnífica organização para difundir em Portugal este modelo de ensino, que deve ser apresentado de uma maneira politicamente inteligente. Tem que se dizer que é um ensino alternativo, a palavra está na moda, hoje tudo que é alternativo. Normalmente é um ensino mais radical, é um ensino mais igualitário, porque permite a todas as famílias ter acesso ao melhor ensino e não é discriminatório, em que as famílias com dinheiro escolhem os bons colégios, as famílias sem dinheiro vão para o ensino público. Portanto, esta é a aproximação que devemos dar para promover esta ideia. Não é a de que um grupo de famílias que não gosta do ensino oficial e, portanto, junta-se, isola-se para evitar... Enfim, isto não é bom como imagem, não é? Então, há que estudar bem a imagem política que queremos dar ao nosso modelo de ensino. Há países em que isto seria extremamente útil, nomeadamente onde o ensino público é muito, muito fraco, como quase toda a África, com exceção da África do Sul, mas a África que eu conheço, que é a África de língua portuguesa, realmente o ensino público é muito fraco, porque com a independência os professores, mesmo africanos, a maior parte vieram embora. E vieram para Portugal, muitos vieram para o Brasil também. E por isso ficaram pessoas pouco preparadas. Eu também tenho a nacionalidade de Timor-Leste, onde nas cidades o ensino é bom, mas no interior é praticamente muito, muito fraco. Então aí também podíamos introduzir este método. E por aí fora, muitas regiões do mundo bastante desfavorecidas ganhariam muito com este sistema. E creio que seria, até porque hoje em dia todo povoado, mesmo em África, tem televisor, tem aparelho de DVD, pode, portanto, receber um programa e dar um programa. E se não tem, é fácil de oferecer também um equipamento desses, não é? Espero muito que os nossos amigos brasileiros nos venham depois ajudar em Portugal, em Angola, em Moçambique, nos outros países da comunidade de países de língua portuguesa, para implementar este método. E já temos muitos brasileiros em África que têm dado uma ajuda fantástica, sobretudo dentro de ordens religiosas, mas também leigos, e creio que será talvez um campo muito bom de cooperação entre os outros países de língua portuguesa e o Brasil. Muito obrigado e o maior sucesso para a vossa conferência.
I have a couple of announcements. Where are they? Okay, well, we have lunch, and then we have workshops. We have workshops in New York, which is home education and the special needs. In Atlanta, judicial actions, cases, comments, and courts. And in San Diego, empirical research of homeschooling. Thank you very much. We'll see you after lunch.